Stéphane Dugast, qui est le réalisateur de ce film, qui est auteur lui aussi, est justement comme moi membre du conseil d'administration de la CEF, la Société des explorateurs français. Il en est d'ailleurs le secrétaire général. Alors là, il a dû être bloqué dans les glaces parce qu'on n'arrive pas à le repérer sur le satellite. Non, mais rassurez-vous, on a envoyé un scooter de neige, donc il sera bientôt là à la fin de la projection. Et donc, le film qu'on vous présente, qui est de son œuvre, donc qu'il a réalisé, donc s'appelle l'Odyssée blanche. Et c'est une histoire donc de ces expéditions dans le monde polaire, ou les mondes polaires plutôt, le Grand Nord, le Grand Sud, hein, Arctique et Antarctique, avec une vision de ces explorateurs contemporains. Vous verrez donc Laurence de la Ferrière, vous verrez Jean-Louis Etienne et d'autres explorateurs qui vont nous raconter cette historique au début du siècle, un petit peu au siècle précédent aussi, sur ces expéditions d'aventure où le risque était extrêmement grand. Vous verrez donc c'est un film avec des interviews contemporaines donc d'aujourd'hui de ces aventuriers, médecins, explorateurs, mais aussi bien sûr les images d'archives sur ces expéditions montées par différentes nations, mais aussi bien sûr par la France. Et on pense à Monsieur P.E.V. Vous devinez sans doute de qui il s'agit, Paul-Émile Victor, et Stéphane d'ailleurs en est l'auteur de sa biographie. Donc voilà, je ne vais pas être trop long, Stéphane va arriver en fin de projection. Et puis n'hésitez pas donc à préparer vos questions, vous verrez c'est assez riche, de la belle image. Très beau film, c'est ce que disait donc le commentateur, on va en parler dans un instant, mais c'est vraiment ces mondes polaires au pluriel, le baromètre, et un peu plus que ça, c'est un peu la lecture du diagnostic de l'état de santé de la Terre d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes, et merci déjà un dimanche matin d'avoir osé vous lever, braver les éléments. Bref, je suis ravi de vous partager ce film. Oui, en fait, ce film, j'ai essayé de relier, vous l'avez compris, le passé, le présent et le futur, puisque quand on connaît bien son passé, on peut mieux se projeter. Ça n'avait pas été fait. Je l'avais fait en livre, un livre là, que vous pouvez retrouver d'ailleurs à la librairie, je fais ma promo, Polar Circus. Mais en film, ce qui était intéressant, c'était de montrer que ce travail de ces hommes, souvent des résistants, Paul-Émile Victor, des gars qui partaient à l'aventure, qui n'avaient pas froid aux yeux, sans mauvais jeu de mots, on fait des trous dans la glace, finalement au départ, sans trop savoir pourquoi, mais ils l'ont fait. Et depuis 1956, la France est présente en Antarctique, avec des logisticiens, avec des scientifiques, avec des médecins. Et ça a permis à plein de champs scientifiques de se développer. Dans le film, Jérôme Chaplace, le patron de l'Institut polaire français, Paul-Émile Victor, dit que ces recherches peuvent s'appliquer au spatial, parce que vous n'êtes pas sans savoir que vivre dans des conditions à moins 70 degrés Celsius, dans une nuit permanente, on se rapproche de conditions un petit peu sur la planète Mars, en tout cas dans l'exploration spatiale. Et l'idée, ça a été de balayer tout ça, et puis de le balayer aussi avec des jeunes. Il y a Mathieu Torder, des moins jeunes, il y a Laurence de la Ferrière, des scientifiques, Yann Robert Couder, donc de montrer qu'il y avait aussi des explorateurs, qui n'étaient pas forcément des scientifiques, qui avaient aussi, il y a Claude Bachelard, le médecin, etc. C'était de balayer tout ça, et puis vraiment de faire des passerelles entre le présent et le futur, puisqu'en 2048, pour l'instant, on n'exploite pas l'Antarctique, mais là, on le sent dans la géopolitique. Les Chinois et les Soviétiques sont en ce moment à refuser de ratifier des traités, et l'exploitation minière de l'Antarctique pose problème. Et de surcroît, vous n'êtes pas sans savoir quand, pour nos téléphones portables notamment, on est en train d'exploiter beaucoup les terres rares. Donc la Chine a mis beaucoup de préemptions sur les territoires africains. Elle a elle-même des territoires très riches en terres rares. Et les autres terres rares qu'on peut trouver, c'est en Arctique, là-haut, autour du Groenland, qui est souverain, ou qui va être souverain bientôt. Et puis en Antarctique, donc ça pose plein de problèmes, plein de questions, plein de questionnements. Et on s'aperçoit que ces déserts blancs qui pendant longtemps n'ont pas été conquis. On a conquis le pôle Nord et le pôle Sud 60 ans avant d'aller sur la Lune. Auparavant, on n'y était pas parvenu. Et là, ces grands déserts blancs, arctiques et antarctiques, sont en train de cristalliser un petit peu tous les excès de l'homme, mais aussi tous les bienfaits, puisque l'Antarctique est une formidable utopie, une terre de science et de paix, sans frontières, sans police, sans armée, qu'avec des scientifiques, qu'avec des logisticiens, et ça tient depuis 1959, quoi. Donc, Alors là, on est dans l'aventure avec un grand A, comme tu le dis, parce que c'est ton texte évidemment pour le commentaire. On est dans l'exploration scientifique, on est dans l'exploration pour celle qui est plus ancienne aussi humaine, avec bien sûr un engagement, une prise de risque qui sont quand même des notions de base pour l'aventure. Donc prise de risque et engagement extrêmement élevé.
Et puis la géopolitique, hein, ça fait partie des thématiques. Tu vas en parler avec, bien sûr, l'intérêt de la Chine et de l'URSS devenue la Russie. Mais justement, dans les années 50, quand il y a cette relance des expéditions avec, évidemment, EPF, donc les expéditions polaires françaises, et avec PEV, il est question de beaucoup de sigles. Hein. Et d'ailleurs, Stéphane, on va l'appeler SD, et Stéphane Dugas, il est question de beaucoup de sigles, mais justement de géopolitique. Or, dans les années 50, on est encore dans la guerre froide, mais les Russes, les Soviétiques de l'époque, et les Chinois donc laissent un petit peu cette ambiguïté sur les traités. Or maintenant, c'est pas un vide juridique, on les a comblés. Il n'empêche qu'il y a presque un paradoxe, c'est-à-dire c'est ce que tu racontes, on est dans le désert blanc, c'est inexploré, le sud, l'Antarctique, le Grand Sud est inhabité en dehors des missions temporaires scientifiques. Il n'y a que donc des géologues, des scientifiques, des biologistes qui sont là. Mais en même temps, voilà, donc il y a la volonté d'exploiter de la part de la Chine et de la Russie en particulier, puis en même temps, ce besoin nécessaire, impératif aujourd'hui, en 2021, plus que jamais, on n'avait peut-être pas tout à fait la notion dans les années 1950 de préserver la planète via les pôles également. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là-dessus entre la conquête ou la reconquête des deux pôles, l'ouverture la traversée, le couloir du Grand Nord pour les bateaux? C'est un raccourci maintenant, évidemment, pour les grandes puissances que de passer par ces couloirs totalement dégelés dans le Grand Nord. Et puis, bien sûr, la nécessité impérieuse de préserver l'environnement. Cher OW, parce qu'on va s'appeler maintenant que par des acronymes et des initiales. Oui, c'est complètement paradoxal. Ce qui est intéressant, c'est qu'en pleine guerre froide, où les Popov d'un côté et les ricains, les Yankees de l'autre, menacent de s'envoyer des pruneaux, et ça passe par le Groenland et ça passe par le pôle Nord, l'homme occidental va s'intéresser à ce pôle Nord. Ce pôle Nord, on a longtemps fracassé nos rêves, parce que la banquise, vous l'avez compris, fracassait les bateaux. On a, dès l'Antiquité, Pythéas, on va dire un Français, on est à moins 380 avant Jésus-Christ, va atteindre le poumon marin, donc la banquise. On va tomber dans un obscurantisme intellectuel qui va nous plonger dans les ténèbres de l'exploration polaire. Et dès le XVIIe, parce qu'on a finalement fracassé, tué toutes les baleines et tous les phoques dans le golfe de Gascogne, on est obligé d'aller vers le nord. Parce qu'une fois qu'on a tout siphonné, qu'on a tout tué, évidemment, l'homme est un chasseur, un prédateur. Et pour vous la faire simple, on va vouloir aller vers le Spitzberg, enfin le Svalbard pour tout le monde, mais Spitzberg pour les Français, tout au nord, là-haut de la Norvège. Et les Français vont être assez en pointe, vont créer une compagnie, etc. Après, on va aller au Canada, c'est toutes ces explorations, Jacques Cartier, Samuel de Champlain, parce qu'on veut passer au-dessus du Canada. C'est l'expédition complètement mythique et tragique de Franklin, parce que les Anglais, quand leur marine est suffisamment puissante, qu'ils ont battu l'armée napoléonienne et les officiers n'ont plus rien à faire, on va les mettre à la conquête du passage du Nord-Ouest, on va les mettre à la conquête de l'Antarctique. Et nous, les Français, on va toujours jouer un rôle en filigrane dans tout ça. Et dans ce rôle, ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit, c'est que dans les années 50, là où le monde est en ébullition, vous avez ces Français, ces sortes de MacGyver, qui, eux, arrivent à aller sur la calotte glaciaire avec très peu de moyens. Et les Américains nous envient, parce qu'eux, ils ont des moyens dispendieux. Vous imaginez bien que si vous appliquez tous les moyens qui ont permis le débarquement en Provence et en Normandie sur du polaire, parce que c'est ça qui change tout dans la conquête polaire, c'est qu'on met des moyens mécanisés. On appelle ça des opérations amphibies en langage militaire, des bateaux qui débarquent, des avions qui parachutent et une chaîne logistique qui est continue. Alors en Antarctique, on est obligé de le faire que l'été, parce que sinon l'approche est difficile. Et tout ça va impulser quelque chose de nouveau. Il n'empêche, les gens sont sur des bases, communiquent très peu entre eux, parce que les soviétiques sont dans leur base, mais sauf qu'il va y avoir des scientifiques, des gens curieux, des explorateurs qui vont communiquer. On le voit dans ce film avec ce drapeau soviétique, et puis Claude Lorius qui va voir les soviétiques, qui va obtenir des échantillons de glace, et on est dans des paradoxes toujours les plus absolus, parce qu'au moment où sur la glace, la glace réchauffe les relations, sans mauvais jeu de mots, et au même moment, c'est la crise de Cuba, c'est des choses comme ça où le monde est en convulsion. Et là, à l'heure actuelle, tout ça s'est passé pendant longtemps. Je ne sais pas si vous étiez au courant qu'il y avait des Français qui étaient au pôle, qui étudiaient les pôles. Je sais que dans l'assistance, il y en a qui sont allés, qui ont entre guillemets servi les expéditions polaires françaises. Mais c'est tombé un petit peu en désuétude. Et c'est avec le réchauffement climatique, qui est un concept finalement assez nouveau. Rappelez-vous, il y a 10 ans,
Claude Allègre dénigrait le réchauffement climatique, vous aviez des climato-sceptiques et des gens qui nous disaient non, non, la Terre ne se réchauffe pas, c'est un cycle normal, vous inquiétez pas, etc. Et là, maintenant, le réchauffement climatique, les changements climatiques, dans tous les médias, c'est anxiogène. Et là où est le paradoxe, c'est que l'Arctique est donc un océan entouré de pays, avec des pays qui veulent exploiter cet océan commercialement, parce qu'on gagne du temps, on s'affranchit de Suez, on s'affranchit de Panama. Or, l'Antarctique, là, c'est encore l'utopie pour l'instant, et on ne veut pas l'exploiter. Donc, je pense, pour conclure, que les mondes polaires, c'est véritablement des régions paradoxales, finalement. Oui, alors moi j'aimerais revenir sur l'historique avec Paul-Émile Victor. Donc c'est un aventurier, c'est un explorateur, c'est le goût, bien sûr, un petit peu de l'engagement inutile pour lui. Hein. Il voulait vraiment prendre des risques. Est-ce que tu penses, toi qui le connais bien, est-ce que tu en as écrit la biographie, tu en as fait un film? Alors le film d'ailleurs, je vous recommande de le voir, s'appelle J'ai horreur du froid. C'est un paradoxe, mais c'est vraiment ce qu'a prononcé Paul-Émile Victor. Est-ce que tu penses qu'il avait déjà, dans les années 50, donc il y a 70 ans, l'intuition que là-bas, là-haut, Grand Nord, en bas, Grand Sud, il y avait déjà une partie de la mémoire de la planète et de l'avenir de la planète qui se jouait. On parlera après tout à l'heure des calottes glaciaires et de l'autre intuition de Claude Lorius. Mais sur Paul-Émile Victor. Non, il y a un écrit où il dit que la calotte glaciaire du Groenland, qu'a étudié un Allemand, Alfred Wegener, dans les années 30, qui est parti se tanker à l'Ice-Meter, au milieu de la calotte glaciaire, pour aller étudier cette immense masse de glace. Il pressent que ça joue un rôle sur le Gulf Stream. Il se dit, il y a tellement de glace, il y a des glaciers, ça fond, ça joue un rôle. Sa véritable conscience écologique, j'ai enquêté dessus, parce que pendant longtemps, j'ai cru qu'il s'était inventé une histoire, une légende. Comme souvent, les personnages médiatiques, on dit qu'on a été des visionnaires. Mais il s'avère qu'en 64-65, il lit un bouquin de Rachel Carlson, The Silent Spring, Le printemps silencieux. Et cette grande océanographe nord-américaine s'est intéressée à l'usage des pesticides dans l'agriculture de son pays. Et elle constate que dans les champs de l'Oklahoma, de ces grandes plaines, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus d'insectes, et que l'usage des pesticides est une véritable catastrophe. Il lit ça, c'est sa deuxième femme qui lui file. Il est assez misogyne, Paul-Émile Victor, hein, il est de son époque. Hein, donc sa femme lui donne un bouquin en lui disant que tout ce qu'il fait comme expédition, ça ne sert à rien, parce que finalement, on est en train de saccager la planète. Il est un peu réticent. Et à la lecture de ce livre, il va se forger sa conscience environnementale, comprendre que, évidemment, tout ce qui se passe, c'est pas terrible, avec ce paradoxe, une nouvelle fois, c'est que les expéditions sont mécanisées. Je ne vous raconte pas le bilan carbone des expéditions mécanisées, mais c'est indispensable pour pouvoir étudier les glaces. Et puis, de façon concomitante, Claude Lorius et tous les gens, ses héritiers, vont comprendre que les glaces ont le climat de la planète, mais ça ne va pas se faire tout de suite, quoi. Alors, il y a cette légende du verre de whisky que vous avez vu, qu'on a mis en scène avec des dessins, qui est véridique. Hein. Claude Lorius la racontait. Gilles la racontait parce que Claude Lorius est toujours vivant, mais malheureusement pas en grande forme physique et intellectuelle. Donc, plutôt que de montrer quelqu'un qui était un petit peu diminué, j'ai préféré le montrer en dessin et avec des images d'archives. Et tout ça fait que cette notion a commencé à émerger. En 1974, il crée un groupe, Paul-Émile Victor, la défense de l'homme et de son environnement. René Dumont se présente aux élections présidentielles, premier candidat écolo en France. Il fait un score complètement, je crois, 1,26%. Et il y a ce mouvement écologiste qui va naître, qui va en France aller sur un côté de l'échiquier politique, alors que dans les autres pays, en Allemagne, c'est plus nuancé. Enfin, voilà, mais c'est l'histoire de notre pays. Il n'empêche que durant 20 ans, 30 ans, ces explorateurs, ce que Cousteau fera de même avec la Fondation, Tazieff aussi, vont prêcher dans le désert. On est dans les années fric, on est dans les années 80, on est dans les années tapis, pour caricaturer, et on n'en a rien à cirer de ces gens qui nous disent que la planète va mal. On veut consommer, on veut produire, on veut jouir, entre guillemets, de biens matériels, et tout ça va basculer en 2006, où là, on commence à comprendre que ça ne va pas fort. Et donc, tout ça, vous mélangez tout ça et vous obtenez une lente maturation pour arriver à cette conscience qui, je pense, a été éclairée par ceux qu'on appelle les explorateurs. Alors, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, et bien sûr, avec la régie pour les plateformes, n'hésitez pas à lever la main. Monsieur, là, au deuxième rang, allez-y. Hein. Parlez fort, s'il vous plaît, merci. Alors la question, tu la répètes ou je répète, est-ce qu'il n'y a que les Chinois et les Russes pour remettre en question le traité, donc au-delà de la date prévue? Oui, non, oui, parce que dernièrement, je vous épargne tout le vocabulaire, mais au dernier traité de la réunion consultative, la CAMLAR, dans la CCAMLR,
les Chinois et les Russes ont refusé de ratifier la création d'aires marines protégées, qui était impulsée par celui qui fait la voix off de ce film, Olivier Poivre d'Arvor, qui est l'ambassadeur des France et des enjeux maritimes, qui succède à Ségolène Royal. Alors surtout à Michel Rocard, parce qu'on va l'oublier, puisque dans le milieu polaire, Ségolène Royal, malheureusement, n'a pas fait grand-chose. Enfin voilà, c'est comme ça. Aussi, elle s'est promenée. Et Michel Rocard, vous l'avez compris dans ce film, a vraiment s'est saisi de ces questions polaires. Ce qui est intéressant, c'est que la première fois où Robert Hooke voit Michel Rocard, il lui dit on va parler des manchots, il y a un truc qui se passe, les Néo-Zélandais, etc. Et Rocard, face caméra, me dit, moi, la première fois qu'il me parle des pingouins, alors vous voyez bien, en plus, pingouins, manchots, ils confondent tout, il me dit, moi, j'étais un énarque, j'avais été au ministère de l'Agriculture, mais je ne savais même pas que les TAF, les terres australiennes antarctiques françaises, la terre Adélie, je ne connaissais rien. Et il va se pencher sur ce dossier, ça va devenir l'obsession de sa vie, de sa fin de vie en tout cas, et il va impulser quelque chose, il va être nommé en plus par quelqu'un de l'autre bord politique, Nicolas Sarkozy, président de la République à l'époque, et il va incarner ce rôle d'ambassadeur avec ses forces, ses faiblesses, son âge. Et ce qui est intéressant, c'est que la France essaye de se positionner sur ce fait maritime mondial en mettant en place des aires marines protégées où la pêche est interdite, où la pêche est régulée, enfin, en tout cas où les espaces sont protégés, la biodiversité est protégée, mais sauf que pour l'instant, soviétiques, russes, pardonnez-moi, et chinois ne veulent pas. Et on n'est pas sans savoir que les Néo-Zélandais, en 91, ils voulaient exploiter le sous-sol. Et vous n'êtes pas sans savoir, si vous vous souvenez des cours d'histoire, que l'Antarctique, quand on l'a conquis en 1913, c'est un Norvégien, Roald Amundsen, le plus grand des explorateurs, qui a fait, entre guillemets, une grosse compétition et, entre guillemets, la nique à un Anglais Scott, qui avait tous les moyens. Et après, les pays se sont positionnés sur le continent, les Britanniques, les Français, parce qu'on avait découvert la terre Adélie, et on a fait des grandes parts de camembert, un peu comme un jeu de société, et on a partitionné ça en disant bah, ça c'est français, ça c'est argentin. Alors il y a eu un gros bis-bis entre argentin, chilien, anglais, c'est un bazar dans la péninsule, au sud de l'Amérique du Sud. Et en 1959, on a gelé ces revendications et on a permis aux autres pays de venir installer des bases, sauf que les pays dits possessionnés étaient les pays un peu leaders. Ils avaient l'habitude d'envoyer des logisticiens, parce que vous imaginez que pour envoyer des logisticiens, et envoyer des scientifiques, il faut roder tout ça. Et depuis 2 ou 3 décennies, les Coréens du Sud sont arrivés, parce qu'on ne va pas interdire aux autres pays de mettre en place une base. Et la règle, c'est si vous vous installez sur le continent antarctique, vous y avez le droit, parce que tout est gelé, sauf qu'il faut que vous prouviez que si vous n'exploitez pas la base, vous démontiez tout et vous laissiez les choses en l'état. Et nos amis britanniques ont d'ailleurs abandonné une base, mais ils l'ont rétrocédée à des Ukrainiens. Et ces Ukrainiens, c'est eux qui étaient à la bonne distance pour aller observer le trou dans la couche d'ozone dont on nous a tant parlé dans les années 90, dans les années 2000. Et je pourrais faire un film là-dessus parce que Jérôme Chaplaz, je lui demandais plein de questions. Vous comprenez bien que ces interviews, elles ont duré, elles étaient fleuves. Je pourrais faire aussi un film sur les manchots, tellement Yann Roper-Couder m'a complètement éclairé. Et tout ça est passionnant, mais d'une complexité à rendre simple. C'est ça le boulot, je pense, des documentaristes, des journalistes, des auteurs, des écrivains que nous sommes, c'est de réussir à rendre les choses intelligibles sans oublier tous les tenants et les aboutissants. Donc la réponse à votre question, oui et non, c'est une réponse de Normand, mais voilà. Alors, oui, moi j'ajoute simplement par rapport à la diplomatie des pôles, puisque les 3 derniers ambassadeurs, c'était donc Michel Rocard, Ségolène Royal et puis Olivier Poivre d'Arvor, c'est que ce sont les ambassadeurs thématiques. Donc il y a les ambassadeurs bilatéraux, il y en a à peu près 190 de par le monde, ambassadeurs de France, donc évidemment aux États-Unis, au Japon, dans chaque pays digne de ce nom, bien que ça se rétrécisse un petit peu au niveau de la population des diplomates. Mais deuxièmement aussi des ambassadeurs thématiques. Il y a eu droits de l'homme, il y a eu criminalité organisée, piraterie, et puis les pôles. Alors c'est passionnant dans les pôles, ce que fait actuellement Olivier Poivre d'Arvor, qui est ambassadeur auparavant à Tunis. Donc pourquoi? Parce que c'est bien sûr du diplomatique, du juridique, du scientifique, et puis du grand vide, parce que par définition, évidemment, il n'y a pas vraiment de relation, on va dire, normale, entre guillemets, avec une diplomatie vieille d'État à État, en bilatéral, donc à propos de ces pôles. Et c'est passionnant, parce que ne serait-ce que pour le Grand Nord, par exemple, avec l'ouverture de ces voies maritimes du Grand Nord, dû à la fonte des glaces, ben, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la législation? Quelle est la diplomatie multilatérale ou bilatérale, ou les diplomaties bilatérales qui l'emportent? Et Olivier Poivre d'Arvor a pris cela à bras-le-corps, beaucoup plus que sa prédécesseur Et puis, deuxièmement, alors c'est intéressant, parce qu'il le dit aussi avec beaucoup d'humour, c'est qu'il est l'ambassadeur qui couvre la plus vaste
le plus vaste territoire au monde, plusieurs dizaines de millions de kilomètres carrés, évidemment. Donc, ce sont les empires et c'est passionnant. Est-ce qu'il y a d'autres questions également? Monsieur, encore devant au deuxième rang. Et puis, bien sûr, en régie, s'il y en a, allez-y. Oui, c'est l'ami Emmanuel Husnet qui avait cette utopie avec... La question, oui, alors la question, c'est de savoir qu'il y a quelques années, ici, a été diffusé un film sur l'île d'Ans, qui était un projet porté par Emmanuel Husnet, qui a été un habitué du festival. Emmanuel est documentariste, explorateur, écrivain, enquêteur, et il avait trouvé une petite île entre le Canada et le Groenland, qui appartenait un coup au Canada, un coup au Groenland, qui appartenait à personne. Et il a voulu faire de cette île une île symbole, une île, une utopie, un peu comme l'Antarctique, pour montrer un peu l'absurdité de ces revendications et surtout pour montrer aussi les effets du réchauffement climatique. Il a fait un très bon récit aux éditions des Arènes, si ma mémoire est bonne, Le Robinson des Glaces. Il a porté ce projet. Prix littéraire Terre d'ailleurs, d'ailleurs. Voilà, exactement. Et Emmanuel a été... j'ai même participé à une réunion de haut niveau avec des stratèges, des militaires, des politiques, des gens du monde de l'entreprise. Et ses rêves se sont un peu fracassés sur la réelle politique parce que le Groenland a dit c'est chez moi, le Canada a dit c'est chez moi, et vous, petits Français, qu'est-ce que vous venez nous embêter, nous faire un cours de morale? Regardez déjà dans vos possessions, entre guillemets, d'outre-mer, vos ZEE, faites le ménage, et puis après on en reparlera, parce que sur le champ diplomatique, vous n'avez rien à nous apprendre. Donc ça a été peut-être la limite de son utopie, qui l'a beaucoup, je l'avais eu là, cet été, beaucoup fracassé, beaucoup fatigué, parce que quand vous portez des projets comme ça et que ça ne va pas plus haut. Mais la bonne nouvelle, je ne sais pas si vous lisez beaucoup la presse, vous regardez beaucoup les médias, avec Olivier Poivre d'Arvor, mais avec je ne fais pas de politique, en ce moment, les océans sont portés par le gouvernement français, et puis les prédécesseurs aussi, mais encore plus en ce moment, puisque la France a le deuxième domaine maritime au monde. Et pourquoi ? Nouvelle-Calédonie, autour, il y a une zone économique exclusive, parce que les Antilles, parce qu'il y a une île, moi, qui m'obsède, qui s'appelle Clipperton, qui est au large du Mexique, qui nous permet d'avoir un territoire aussi grand que la métropole. Et tous ces territoires ont du poisson, des ressources, ont une biodiversité. Et c'est des territoires où, pendant longtemps, nous, Français, on a un peu... La mer, disait Éric Tabarly, l'un des plus grands marins, le plus grand marin français, c'est la chose que les Français ont dans leur dos quand ils posent leurs serviettes sur la plage. Ça montrait un peu la considération des Français pour le fait maritime. Le marin, c'était exotique, c'était gentil. Et je vous prie de croire, moi j'ai commencé il y a 20 ans comme reporter pour la marine. Il y a 20 ans, quand j'étais reporter pour la marine, j'étais au mieux dans les cocktails et les salons, quelqu'un d'exotique qui voyageait, les cocotiers, les escales. Et maintenant, quand vous dites que vous avez été sur les bateaux, à la fois militaires, là je vais embarquer tout à l'heure à l'autre bout du monde pour embarquer, non seulement vous faites rêver, comme je l'ai... Souvent la mer appelle, mais en plus les gens vous posent des questions. Parce que là, la question que vous allez me poser, c'est qu'est-ce que tu vas aller foutre en Antarctique sur un bateau de croisière expédition, puisque tu es en train de participer à la pollution. Donc, je pourrais répondre à cette question en aparté tout à l'heure, mais le fait maritime, les pôles sont au cœur, enfin, c'est pas nos frontières, mais finalement si, et c'est ce qui, je pense, va résoudre beaucoup et aplanir beaucoup de différences sur cette planète si les hommes et les femmes arrivent à discuter, à préserver, puisque je prends l'exemple de Clipperton, ce petit atoll. Pour l'instant, c'est français. Ségolène Royal l'avait mis en aire marine protégée sur 12 000, sur 24 km, en disant il est interdit de pêcher, il est interdit de faire quoi que ce soit à Clipperton, sauf que Clipperton est inhabité, est à 1200 km de la Terre la plus proche, ce qui fait que les pêcheurs et les palangriers asiatiques et chinois n'ont rien à faire de nos effets d'annonce. C'était à la COP 22 à Marrakech, et ça fait 5 ans que la zone est pillée, mais littéralement, parce que les thons là-bas sont les thons les plus costauds qui permettent aux gens de manger des sushis. Bon, bref, c'est un petit exemple, c'est vu peut-être par le bout de la lorgnette, mais les mers, pour moi, de toute façon, la planète à 75% est bleue, et le bleu de cette planète et ce blanc qui se rétrécit nous indique beaucoup de choses sur la Terre qu'on va laisser à nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Donc, il est temps de s'en soucier. C'est le baromètre de la planète, comme c'est dit dans le film. C'est aussi finalement le diagnostic de son état futur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore quelques minutes. N'hésitez pas, madame. Allez-y au deuxième rang. Et puis d'autres questions derrière? Non, allez-y. Hein. Allez-y.
Alors, je rappelle la question, oui, on sait que les accords de Paris sont compromis. C'est pour quand l'extinction de l'existence du manchot empereur? Alors juste en préambule, l'interview de Jan Robert-Couder a été réalisée en juin. C'était juste la signature de la convention du traité de l'Antarctique à Paris. J'ai profité que Jan Robert-Couder et Jérôme Chaplace soient dans les parages pour faire leur interview sur Paris. À l'époque, on ne savait pas que le plus 1,5 degré, pour être un peu technique, a été franchi. Les modèles que ce spécialiste du manchot a, vous l'avez entendu, sont assez alarmants. La communauté scientifique est assez alarmée de la dégradation de la biodiversité partout, à la fois dans les latitudes polaires où ça se voit. Enfin, en tout cas, les latitudes polaires, la biodiversité en Antarctique, elle est juste le long du littoral. Vous avez compris qu'à l'intérieur du continent, il n'y a aucune vie animale possible. Mais néanmoins, cette vie animale tout autour de ce continent dit plein de choses. Ces derniers temps, les rouqueries de manchots ont été souvent décimées par la pluie, parce qu'il faisait tellement doux que quand les poussins naissaient, la pluie recouvrait leur duvet, et leur duvet n'est pas fait pour résister. Il est fait pour résister finalement au froid, mais il n'est pas fait pour résister à la pluie et un vent glacé. Donc il y a eu beaucoup de rouqueries où la reproduction de cet animal emblématique ne s'est pas faite. Il y a des changements aussi au niveau des cétacés sous-marins, la baleine, etc. Donc on a des raisons d'être alarmiste, et c'est pour ça que sur le champ politique, sur le champ diplomatique, il est impératif d'aller vers des aires marines protégées, de contenir cette pêche. On est dans ces paradoxes, on veut tous le bien de notre planète, l'écologie, mais moi le premier, j'aime avoir du poisson dans mon assiette. Et en plus on a une démographie, je ne vous fais pas l'état de la démographie de la planète, et les besoins sont de plus en plus croissants. Donc comment on arrive à juguler écologie, économie et développement? C'est tout un problème. Est-ce qu'il faut tout mettre sous cloche? Est-ce qu'il faut avoir un développement raisonné? Les projections des scientifiques sont catastrophiques. Vous l'avez entendu dans ce film. Donc visiblement, l'espèce emblématique est très menacée. Est-ce qu'elle aura cette résilience pour survivre? Est-ce qu'il restera, on se projette une colonie, c'est cette colonie-là qui nous permettra d'avoir ces animaux. On l'a vu à l'échelle de l'humanité, quand les espèces sont menacées, souvent c'est irréversible, quoi. Donc il y a des raisons d'être inquiet, mais néanmoins j'ai pas envie d'être anxiogène avec vous, de vous faire un cours de morale, parce que moi personnellement j'en ai ras-le-bol qu'on me dise qu'il faut que je protège la planète. J'essaie comme vous de faire mes tris, de pas mettre des mégots dans la rue, de pas jeter mes déchets dans la rue, de faire du mieux possible. Et ce qui est la bonne lueur, il y en a deux. La première, c'est qu'on est dans une démocratie. Et les démocraties sont assez rares finalement sur cette planète. Donc on peut militer dans des associations, on peut faire entendre notre voix, on peut choisir l'association qui nous sied le mieux. Ça peut être celle de l'association des arbres remarquables. En venant, je suis passé par un parc à côté où les arbres, le cèdre, c'est juste magnifique. Il y a des gens qui se battent en France pour qu'on garde ces arbres, qu'on ne les tronçonne pas. Il y a des associations pour la protection des oiseaux, LPO, il y a WWF, il y a plein d'associations avec des spectres politiques ou même parfois religieux qui chacun peut agir à sa guise. Et parce que vous allez militer dans ces associations, vous allez faire entendre un petit peu plus la voix citoyenne, la voix des gens un peu sensés, et peut-être parfois emmerder le politique, ou en tout cas faire en sorte que le politique doive agir, et ça c'est important. Et puis la deuxième chose, c'est toujours de croire à l'utopie. Parce que les utopies qu'on est mal vues, on nous dit qu'on n'est pas réaliste, qu'on est des zinzins, que ça ne sert à rien. Et vous avez vu dans le film que cette utopie, elle tient. Alors c'est fragile, hein, le 6e continent, la Terre, mais sauf que c'est comme Théodore Monod, grand explorateur, lui aussi, grand ancien, qui disait « l'utopie n'est pas l'irréalisable, mais l'irréalisé ». Et si on garde cette foi de l'utopie, si on garde cette foi en l'homme, si on garde cet humanisme, et si les citoyens des démocraties, on regarde un peu moins CNews et BFM TV, qu'on s'éduque, qu'on éduque les enfants, qu'on se tourne, et vous êtes là ce matin, c'est génial, parce que vous allez pouvoir vous forger votre opinion et vous dire « oui, là, il a raison, là, il n'a pas raison, là, il faut faire ci, il faut faire ça ». Et soyons curieux, ouverts d'esprit, et puis et allons de l'avant, parce que sinon, c'est horrible. Non à la finitude, non au côté anxiogène. En même temps, c'est vrai que la somme de nos actions individuelles, nous, ce qu'on doit faire par rapport à nos lumières, notre consommation, etc., est important, parce que c'est aussi la somme de nos actions individuelles qui fait l'action collective. Mais en même temps, on sait très bien que c'est moins les individus qui polluent la planète que d'une part les États, deuxièmement les entreprises, sachant par exemple que 30% de la pollution de la planète est due au transport maritime. On pense que dans les 20 ans à venir, 25 à 30% de la pollution future sera due, tenez-vous bien,
à l'air conditionné, parce que c'est le cercle vicieux. Avec le réchauffement, on va mettre de plus en plus de AC, comme on dit en anglo-saxon, qu'auparavant. Il n'empêche que, comme tu le dis, évidemment, il faut faire pression aussi sur les États, sur les partis, pour que s'engage donc le dialogue citoyen et la responsabilité par rapport à l'environnement. Sur ces bonnes paroles, merci. Je te fais juste. On continue. J'ai lancé un journal avec des jeunes photoreporters. Il y en a un qui est dans la salle, il se reconnaîtra. Ça s'appelle Embarquement. C'est un journal qui promeut, vous l'avez compris, l'aventure, l'exploration, la découverte, en étant ni manichéen ni simpliste. Et ce journal embarquement.com, 20 €, c'est le prix d'un bouquet de fleurs. Très beau cadeau de Noël. Enfin, en tout cas, si vous voulez partager nos valeurs, continuer nos combats et surtout soutenir cette jeune garde de photojournalistes talentueux qui vont sur le terrain, qui mouillent leurs chemises et qui ne sont pas forcément entendus dans les grands médias, n'hésitez pas. Voilà, très bon journal, j'y suis abonné. Merci à toi Stéphane, on l'applaudit.